Nous avons tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. Jane Goodall. Bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Julien Rousseau au micro de Bâtisseurs de monde. Cher Julien, je te suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation dans cette émission et je me réjouis d'avance de notre échange. Bonjour Franck, ravi d'être avec vous. Je te remercie. Julien, tu es architecte formé à Londres et cofondateur de l'agence Fresh Architecture, créée en 2007 avec Luca Battaglia et Ulysse Gniezda. Fresh Architecture est installée à Paris devant le parc des Buttes-Chaumont et compte aujourd'hui 40 collaborateurs. L'agence répond à une variété de projets allant de la réhabilitation lourde de bâtiments historiques à des opérations neuves transformant les bâtiments de bureaux en logements, par exemple. Auparavant, tu as collaboré sur des projets d'envergure tels que la Chicago Art Institute et le Shard de Londres chez Renzo Piano Building Workshop et la Art Tower et Canary Wharf Station chez Foster & Partners. Construire la ville sur la ville, éviter le mitage du territoire, repenser l'expansion de l'urbain et l'agilité du bâti sont des thèmes qui te sont chers et les réponses faites par Fresh suivent cette prise de conscience. En parallèle, tu conduis des projets de design sous la marque Julien Rousseau Intérieur. Est-ce que tu as, Julien, quelque chose à rajouter à ce portrait ? Écoute, je dirais que oui, les 20 prochaines années, à continuer cette entreprise et à faire mieux et à constituer, consolider l'équipe qu'on a construite aujourd'hui autour de Fresh Architecture. Vaste programme. En tant que dirigeant d'entreprise, d'ailleurs, je peux imaginer que tu es confronté chaque jour à des décisions impossibles à prendre, des actions complexes à mettre en œuvre, des ajustements stratégiques à effectuer, des conflits plus ou moins importants à réguler tant en interne qu'en externe. Tout ceci, bien entendu, en continuant à porter la responsabilité de l'entreprise et en faisant en sorte que celle-ci continue à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Et je viens d'entendre que tu comptais le faire pour les 20 prochaines années. C'est un beau programme. Au-delà de ces tâches classiques des dirigeants, tu dois probablement déployer une énergie phénoménale à entretenir des relations solides et constructives, tant pour tes collaborateurs en interne que pour tes clients et les partenaires de l'agence en externe. C'est une véritable liste à l'après-vert que je viens d'énumérer. Quel est pour toi ton défi principal en tant que dirigeant de l'agence Fresh Architecture ? Écoute, merci de cette introduction, merci de cette liste aussi qui est impressionnante et qui remet un petit peu de poids sur le rôle que je peux avoir et que j'essaye d'oublier parfois pour être plus léger. Je dirais que le plus gros des défis, l'ultime défi pour moi et de l'agence, c'est de rester créatif, d'être créatif et de proposer des solutions créatives dans le temps. Donc, c'est s'inscrire dans le temps long tout en étant source d'inspiration, euh, d'être magnétique dans les propositions qu'on peut avoir à faire sur les différents projets. La question qui se pose, il y a deux types de défis. Il y a le défi qui est le défi du cap à tenir, de l'objectif créatif dont je parlais. Et puis, il y a le deuxième défi, c'est-à-dire se donner les moyens de pouvoir atteindre cet objectif. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est de définir ce périmètre-là, c'est comment atteindre et mettre en place ces moyens. Car je dirais que le premier des défis, celui de la création, elle est plus large, et c'est un spectre plus large ça animerait une autre conférence ensemble que je serais ravi de faire avec toi.
En tout cas, ce que je peux entendre dans ce que tu dis en tant qu'architecte, c'est qu'il y a quelque chose à gérer ou à réguler entre le travail de l'architecte, le travail créatif, créateur, et le travail du dirigeant. Il y a un équilibre à trouver entre ces deux sphères, j'imagine. Complètement. C'est une grande question qui est soulevée chez l'architecte, je dirais. J'ai essayé en travaillant chez des pairs de renom que sont Renzo Piano et Norman Foster de comprendre cet aspect-là de la chose. Après être sorti de l'école, j'avais évidemment développé la part créative qui m'intéressait énormément, mais je me suis assez intéressé dans ces grands cabinets à leur fonctionnement, comment ils aboutissaient, comment ils duraient dans le temps, comme ces grands groupes de rock qui arrivent à tenir. Eh bien, moi, le Renzo Piano ou le Norman Foster, c'était des grands architectes à la fois par leur création, mais aussi parce qu'ils ont été capables de pérenniser leur création dans le temps avec des équipes extrêmement fidèles et de grands talents. Et j'ai voulu comprendre de l'intérieur comment c'était possible. Donc, je me suis rapproché et j'ai travaillé, voilà, comme tu le disais, 5-6 ans chez ces grands architectes. Et d'ailleurs, force est de constater que dès lors que cet aspect-là relationnel intérieur, ces fonctionnements intérieurs sont traités ou imaginés ou rendus conscients, généralement ces entreprises vont loin et ces architectes deviennent des architectes de renom. Donc, il y a autant d'attention à porter sur le côté structurel, c'est-à-dire sur le métier de dirigeant d'agence, que sur le côté créatif, c'est-à-dire sur le métier d'architecte. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'un bâtiment, ça dépend de l'envergure et la taille du bâtiment, mais ça réunit, pour les opérations qui nous concernent, entre 5 et 15 personnes. Donc, on fait vivre des gens ensemble, on les anime dans le temps long et on va avec eux faire un parcours de vie. Et, un anonyme dit connaître le chemin ne dispense pas de connaître le parcours, de s'intéresser au parcours. Moi, c'est dans cette logique que j'ai construit cette équipe autour d'Ulysse et Luca, mes deux associés, c'est-à-dire faire en sorte que nos collaborateurs s'inscrivent dans le temps long avec nous, dans le temps long qui permet de construire des bâtiments. Alors justement, tu as deux associés, comment s'organise la gouvernance de l'agence? Alors, elle s'est constituée assez classiquement dans une agence d'architecture. Curieusement, on commence tout feu, tout flamme. On s'associe avec des amis parce qu'on a plaisir à parler d'architecture, parce qu'on se connaît à l'école ou dans les agences, notamment chez Renzo Piano en ce qui concerne Luca. Et petit à petit, on construit une histoire qui grossit, et il faut apprendre à se transformer parce que le rôle va changer de celui d'être aux commandes, aux fourneaux, à la créa, à la production. Et puis ensuite, on passe dans un mode où on va euh, être leader et donner finalement le cap à tenir et motiver les troupes. Et donc, cette mutation, elle est innée chez certains, elle s'apprend chez d'autres. En tout cas, il faut l'appréhender et je pense que c'est crucial pour pouvoir durer dans le temps et par-delà, du coup, être capable de s'inscrire sur des opérations qui sont très longues. Si je prends quelques exemples, encore une fois, chez Renzo Piano, la tour de Londres sur laquelle j'ai travaillé de Shard a été initiée en 1997 et livrée en 2012. Donc, vous imaginez que ce temps long, il faut le gérer avec des équipes, motiver les savoirs. Voilà, c'est un vrai parcours de vie. Et je pense que si on n'aborde pas cette question sereinement, les gens se démotivent ou ne s'intéressent pas et par conséquent, l'architecture qui va en face se dégrade et la motivation avec. Tu viens de répondre un peu à ma prochaine question parce que j'ai entendu leadership, motiver, tenir dans le temps long avec des équipes. J'aurais envie de te dire, si je te dis enjeu relationnel, qu'est-ce que ça t'évoque dans tout ce mouvement justement? Alors, l'enjeu relationnel, c'est celui de se dire que on partage plus que beaucoup de choses avec les collaborateurs. Le temps passé, les décisions à prendre, les discussions, les points de vue, les stress que génère l'acte
de concevoir puis de construire sont très importants. Et moi, le parti pris, je le dis assez ouvertement et en toute transparence, c'est d'être en cohérence en interne vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de ce petit monde intérieur, pour être capable, vers l'extérieur, d'afficher une image harmonieuse, être capable d'afficher une solidité, une constance, une cohérence, et deux, de faire face, j'allais dire de l'adversité, mais il faut prendre le côté positif de l'adversité, mais c'est-à-dire euh, être capable de répondre aux attentes des clients, des maîtres d'ouvrage, de l'entreprise qui souvent vous mettent dans des situations qui peuvent être compliquées de par les intérêts, de par les responsabilités de chacune des parties. Et par conséquent, être serein en interne, à mon sens, est le gage d'être plus productif en externe et de savoir gérer les crises, les hauts et les bas. Voilà, donc c'est un peu le parti pris de l'agence, c'est d'avoir une constance intérieure, un fort intérieur, une sagesse intérieure qui fait qu'on est capable d'aller plus loin avec nos clients et donc de délivrer de l'architecture de haute qualité. Si j'entends bien, ce que tu dis, c'est que la qualité du système relationnel interne à l'agence va être quelque part la garantie du travail que l'agence est capable d'accomplir pour ses clients. Oui, absolument. Ça, c'est crucial. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs façons de l'imaginer. Chez Fresh, nous avons une transversalité, une transparence absolue dans les rapports, qui fait que ce qu'on dit, on le fait, ce qu'on fait, on le dit. Enfin, il y a une espèce une espèce de fonctionnement comme ça qui permet d'avoir une confiance euh, qui est vraiment profitable euh, au projet et au bien-être de chacun. Et au bien-être de chacun, ça veut dire que tout le monde peut trouver son espace de création, son espace de confort, et même, je dirais, aller s'essayer dans des zones où il a besoin d'apprendre, où le collaborateur a besoin d'apprendre, où la collaboratrice a besoin de comprendre comment elle peut évoluer dans le temps. En fait, ça pérennise la relation qu'on peut avoir en interne et donc répondre en symétrie au temps long du développement d'un projet. Alors, c'est pas évident. Il y a deux types d'agences d'architecture, mais là, on est déjà dans notre métier propre d'architecte. Il y a des agences qui gèrent une équipe égale un projet, c'est-à-dire que l'équipe va développer l'ensemble du projet de A à Z, de sa conception dès le concours jusqu'à sa livraison, c'est-à-dire le suivi du chantier. Et puis, il y a d'autres stratégies d'agences qui ont grossi et là, qui vont traiter le projet de manière millefeuille, c'est-à-dire une équipe par phase. Et donc, le projet va passer, ce bâtiment va passer d'équipe en équipe en fonction de la spécialité de chacun et chacune au sein de l'agence. Bon. C'est un des enjeux quand on grandit, c'est de passer de ce monde où un projet, une équipe, à un managérial millefeuille, si j'ose dire, par projet. Et dans ce contexte-là, c'est une transition qui n'est pas évidente, car naturellement, on a envie que cette équipe continue à faire ce qu'elle a imaginé en concours, mais on s'aperçoit qu'il y a des carences en termes de connaissances, etc. Donc, il faut faire comprendre aux équipes elles vont délaisser le projet au profit d'autres qui vont le reprendre pour le performer et pour le livrer. Et ça c'est ce qui m'a été, moi, dans les enjeux internes, pas le plus compliqué, mais ce qui a demandé le plus d'explications auprès des équipes, c'est cette mutation. Parce qu'aujourd'hui, c'est valable pas dans toutes les agences, mais Fresh conduit les projets de la conception à la livraison des projets. Voilà. C'est Certaines agences intéressant, s'arrêtent. est-ce que ce que j'entends aussi, c'est combien ce qui pourrait, pour d'autres agences, être un enjeu de complexité externe, c'est-à-dire de transmettre le projet à un moment, par exemple, j'imagine, entre sa conception, sa réalisation, puis la mise en chantier. On va transmettre le projet à l'extérieur de l'agence. Vous l'avez organisé en interne, c'est comment vos équipes se passent les projets entre elles, et donc il y a
il y a une complexité interne due à la transmission de ces projets que vous devez, j'imagine, gérer et réguler au quotidien. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment, comment dire, c'est le cheminement né du fait qu'une agence se consolide et se structure. Ça, c'est une première route qui traverse une autre route qui est celle du temps qui passe et qui est plus complexe encore, c'est-à-dire, je le disais, je l'ai changé, c'est-à-dire comprendre comment quelqu'un va pouvoir s'épanouir au sein de l'agence dans le temps long. Euh, et ça, c'est un enjeu majeur parce que l'architecture demande de l'historique des projets, demande une continuité dans les savoirs des projets et de la relation avec les clients. Et donc, comment motiver un collaborateur chez nous 2 ans, 3 ans, 10 ans? Ça, c'est ce temps long qu'il faut savoir gérer et donc donner les atouts à ce collaborateur pour qu'il puisse comment dire, s'épanouir, fleurir, et puis avoir comme ça cette liberté qui fait que il ne regarde pas spécifiquement ailleurs ou il soit toujours à imaginer qu'il y a une place d'apprentissage chez nous. Voilà. Alors c'est valable pour les collaborateurs, mais c'est valable aussi pour nous, associés. Hein. Ça va dans les deux sens. Je voulais y venir justement parce que je vois combien les défis en interne sont autour de structurer, organiser, animer et développer les équipes pour structurer, organiser, animer et développer les projets. Mais si je recentre sur la gouvernance ou la personnalité des dirigeants, qu'est-ce que ça requiert, qu'est-ce que ça a requis de ta part et de la part de tes associés de passer de l'agence Fresh en 2007 à l'agence Fresh aujourd'hui, de gérer cette croissance? Qu'est-ce que ça a requis de votre part et de la tienne en particulier d'amener l'agence sur ce chemin de développement à un niveau non seulement de compétences techniques, mais aussi à un niveau de développement personnel? Je pense que la petite voix qui m'a fait créer Fresh Architecture, j'ai essayé de la diffuser auprès de mes propres collaborateurs. C'est-à-dire faire naître chez eux cette volonté d'entrepreneuriat, cette volonté, comment dire, prendre à bras le corps cette prise de risque, du choix, d'oser. Voilà, oser, ça me semble être le bon mot. C'est oser créer, se tromper, tomber, se relever. Voilà, il y a quelque chose de... Et moi, d'accompagner ce mouvement, c'est paternaliste finalement, si je le résume comme ça, mais c'est une source de plaisir et je le fais savoir. Donc, en gros, la relation, s'intéresser à ses collaborateurs, s'intéresser dans leur progression et par ailleurs de l'échange qui peut naître de ça et donc de ma propre progression, évidemment, fait que ça a été une source de plaisir et je le fais savoir. Par conséquent, les collaborateurs se sentent en droit de se tromper, d'interroger, de réinterroger. Et du coup, il y a une transparence qui naît de ça, qui est un exercice très sain. Et, et l'architecture qui en découle est, à mon sens, bonne. Et donc ensuite, l'autre aspect, c'est une fois qu'on leur a fait goûter à l'entrepreneuriat, c'est de leur donner des ouvertures. C'est de comprendre comment ils pourront s'inscrire avec nous 10, 15, 20 ans et pourquoi ils le feraient. Mais comme on a mis ce terreau fertile, il y a de la place pour, assez naturellement, la question vient et on ouvre des champs du possible qui sont très larges, des modes de fonctionnement pour qu'ils trouvent une autonomie entrepreneuriale par des collaborations, certains collaborateurs ont voulu partir en région et de les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc, en fait, on les suit comme des pousses. Et ceux qui restent même chez nous voient ça et s'intéressent au fait qu'ils ont cette liberté potentielle d'avoir j'allais dire un business angel derrière eux, mais qui s'appellerait Fresh. Mais cette notion, certains de nos collaborateurs aujourd'hui nous demandent d'aller en région
eh bien, nous, l'idée, c'est de saisir cette opportunité pour devenir finalement leur business angel, de poursuivre l'aventure parce qu'il y a une histoire avec eux, il y a une entente, il y a surtout une reconnaissance professionnelle de leur savoir. Et Fresh se dit que on a encore un rôle à jouer dans cette relation. Donc, on est très attentif au parcours de gens qui sont restés longtemps chez nous et qui ont des idées de développement. Voilà. Donc ça, c'est une des pistes pour les gens qui sont chez nous, de se dire, bah, en fait, ils sont plus qu'un employeur, ils sont des gens avec qui on peut construire un futur. Puis il y a d'autres façons de faire qu'on regarde aussi, c'est de s'intéresser à des gens qui pourraient nous rejoindre, des entités déjà formées, qui pourraient rejoindre Fresh et finalement consolider la maison Fresh autour d'un projet commun. Et ça, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le préparer, il faut savoir l'environner. Et ça, tout ce parcours, cet intérêt pour l'autre, cette humilité face à ses collaborateurs, je suis curieux de ce que ça a généré comme transformation chez toi, de comment tu les as regardées, ces transformations, comment tu les as mises en place, qu'est-ce que ça a requis comme effort particulier de ta part? Ça, ce sera la première question. Et puis la deuxième sur le même thème serait quelles sont les frustrations auxquelles tu as été confronté tout au long de ce chemin? Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des moments peut-être de doute ou des moments d'interrogation, des moments de réorientation, de réajustement. Moi, le fait de donner cette confiance et cette liberté à des collaborateurs qui voudraient prendre, entre guillemets, le pouvoir, euh, c'est très agréable. C'est un peu se mettre en retrait et leur laisser cette place énergétique qui finalement donne un peu de repos, me permet moi, avec mes associés, d'avoir un peu de recul, de se recentrer sur des thèmes qu'on aurait laissés un peu de côté, que ce soit voilà, même l'architecture elle-même, ça permet de prendre du recul. Et eux, avec cette énergie débordante et cette volonté entrepreneuriale de faire, au sein d'une structure déjà existante, fait que voilà, ils prennent le pouvoir et à nous de savoir si c'est compatible, bon, non seulement avec les valeurs, mais la plupart du temps, il y a rien à dire, mais avec ces discussions d'architecture, sur la qualité de ce qu'on voit, sur les envies de développer, par exemple, une architecture bioclimatique, enfin, des thèmes qui peuvent être pris comme ça, et ils apportent énormément euh, de nouveautés, de remise en question qui sont absolument nécessaires pour que les dirigeants que nous sommes se remettent en cause et puissent calibrer au mieux voilà, les 10-15 prochaines années qui font qu'ils vont livrer des bâtiments intéressants. Voilà. Euh, pour ce qui concerne la deuxième question, bien sûr, il y a eu des déceptions. Euh, Quand on engage quelqu'un et que l'histoire se termine prématurément pour des raisons qui ne sont pas, dans quasi tous les cas, qui ne sont pas liées comment dire, à l'entente ou à la mésentente, mais qui sont souvent liées à des parcours de vie, soit le collaborateur avait en fait voulait partir à l'étranger, enfin, mais il y a plein de cas de figure, mais oui, il y a eu des déceptions, il faut savoir rebondir, l'expliquer en interne, parce que ça crée une onde de choc, d'incompréhension aussi. Donc, il faut prendre ce temps-là. Et on revient sur la question que tu soulignes, c'est celle de la qualité relationnelle, qui fait que il faut l'expliquer. On ne peut pas le laisser en suspens. Euh, je dirais que bah, c'est l'agilité dont il faut faire preuve. Il faut vite absorber cette déception pour rebondir sur le prochain projet. Qu'est-ce qui t'a... c'est un mode de management original, assez particulier, très orienté collaborateur que tu me décris là. Il y a beaucoup d'attention portée justement aux membres de l'agence, beaucoup d'attention portée également, j'ai l'impression, au-delà de l'agence, à ses clients, à ses partenaires. Les autres prennent beaucoup de place, j'ai envie de dire, dans le système. Comment est-ce que tu
définis, comment est-ce que tu circonscris ta place à toi dans ce système-là? Comment est-ce que tu prends soin de ta place à toi dans ce système-là? Bon, je suis attentionné vers les autres, mais ce n'est pas moins égoïste aussi. C'est-à-dire que je suis très redevable du retour. Je suis attentif au retour. Ça me permet de me questionner, ça me nourrit. Euh, Ça me permet de rechallenger mon processus de création. C'est assez égoïste aussi finalement, cette façon de faire. Et euh, c'est finalement ce qui me permet de me remotiver, de changer de vision, de me dire que bah, voilà, je suis parti dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne en termes de création. Bon, j'ai toujours cette petite voix qui est derrière moi et que j'avais depuis le début lorsqu'on a créé Fresh, qui est cette volonté de liberté, d'entreprendre, de choisir, de fixer le cap, d'avoir des obsessions et de les réaliser finalement. Euh, mais les collaborateurs, cette espèce de confort qu'on essaye d'avoir avec eux et cette qualité d'échange, ben, le retour, c'est que ça me permet de grandir. Ça nous permet de grandir et de durer avec mes associés. Donc, c'est pas. Voilà. Ça va dans les deux sens. Hein, j'insiste là-dessus, ça va dans les deux sens. Après, il faut fixer le cap. Faut pas. Voilà, on est dirigeant, on est leader, on imprime le rythme, on imprime l'architecture qui va naître et sortir du studio. Donc, on reste quand même directif. Mais il y a cette attention du quotidien qui fait que voilà, il y a un échange productif qui naît de ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu partages aujourd'hui. On sent beaucoup d'activité, beaucoup d'attention. Tout à l'heure, je disais que je pouvais sentir que tu pouvais avoir la tête dans le guidon. Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul justement sur tout ça? Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul non seulement sur ton métier d'architecte et sur les créations, mais également sur ton métier de dirigeant et sur les enjeux relationnels qui sont à l'œuvre à ces deux endroits-là? C'est quoi ta recette? Bon, moi, je suis un des instants dans une journée ou voilà, qui me plaît le plus, c'est quand je réalise que mes collaborateurs sont plus sachants que moi et sont capables de mener le projet, pas sans moi, mais voilà, ils savent faire des choses que je ne saurais faire. Ça, je trouve ça très, très agréable. Et ça me permet de prendre le recul nécessaire pour être dans cette relation micro-macro, être capable de refixer le cap là où on aurait tendance à dévier et à finalement perdre soit le parti pris d'un projet, soit la qualité de la relation avec un client, bref, tous ces aspects du quotidien qui semblent être, voilà, qui semblent être un défi. Avoir le nez dans le guidon, finalement, pas tant que ça, parce qu'on est une entreprise, on est un corps vivant d'une quarantaine de personnes avec des savoirs différents et il est très très rare de me retrouver dans une situation où dans une impasse. On va toujours faire appel à celui qui va avoir une vision la plus fine pour répondre à une question posée. Et puis de trancher ensemble de manière collective. Enfin, ça se passe assez. On est très épaulés. Enfin, et ça, c'est grâce au fait qu'on a grossi très progressivement. Et donc, on a constitué une équipe solide, quoi, avec vraiment le socle qui permet d'être serein. Donc, j'ai rarement le nez dans le guidon. On est très occupé, bien sûr, parce qu'on a envie de mieux faire, parce qu'on veut finalement faire toujours mieux. C'est ce qui nous met le nez dans le guidon, c'est faire toujours mieux. Mais ce curseur, finalement, il suffit de le déplacer un peu d'un côté ou de l'autre. Assez rapidement, ça allège cette question du manque de temps ou autre. À t'écouter, on a presque l'impression que c'est facile de diriger toute une équipe de 40 personnes. Facile, non. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs, de vivre dans un monde d'entrepreneurs.
Et j'entendais souvent dire que le plus dur, c'est pas d'avoir des clients finalement. Ça prend 5 ans d'avoir une clientèle, si j'ose dire. Ce qui est le plus dur, c'est de constituer une équipe. Donc ça prend 10 ans. Donc c'est la constituer qui est compliqué. Ensuite, il faut la pérenniser, il faut l'alimenter, il faut voilà, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment une part de mon métier qui m'apporte énormément de plaisir. C'est de très belles rencontres. C'est des croisements de vie. Voilà. Voir épanouir un collaborateur à l'agence, généralement au bout de 2 mois, 3 mois, parce que ça prend un petit temps. C'est un pari. C'est une formidable. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Ça semble une très belle aventure. Tout à l'heure, je disais qu'à t'écouter, ça avait l'air facile et pourtant, je sais que tu as décidé, tu as fait le choix de travailler ces enjeux relationnels dans un espace qui leur soit dédié. Pourquoi as-tu besoin d'aller un petit peu plus loin que le feedback naturel que te renvoient tes équipes, que cette espèce de relation circulaire que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire nourrir l'autre, c'est se nourrir soi-même aussi, c'est permettre à l'autre de nous nourrir. Qu'est-ce qui t'a encouragé à aller plus loin, à vouloir aller réfléchir sur ces questions relationnelles? Alors, tu as mentionné un peu plus tôt la solitude du chef d'entreprise ou dans une conversation qu'on aurait eue ensemble. Elle existe, même si on a des associés, et c'est grâce à ça que l'aventure est belle, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une part de solitude qu'il faut absorber, parce que à la fin, c'est vous qui décidez là où vous avez envie d'aller. C'est le prix de la liberté, c'est celui-ci. Et j'ai ressenti le besoin d'échanger avec toi notamment, et puis d'autres dirigeants, pour mieux comprendre ce qui, ce qui, euh, ce qui permettait d'améliorer et surtout de se projeter dans un futur avec de nouvelles personnes, avec voilà, c'est d'être capable de partager cette solitude. Euh, et donc, ça, par contre, si j'ose dire, c'est très compliqué à partager avec les collaborateurs. Parce que vous amenez le doute, vous amenez l'incertitude, vous amenez quelque chose qui ne rassure pas. Alors ça peut être parfois, mais quand ça devient constant, il faut donc, à mon sens, en parler de manière peut-être avec des pairs et qui sont capables de partager les angoisses, les désirs, les envies, les projections. Et je ne me suis pas senti capable de le faire au sein de l'unité fraîche pour 1000 raisons, parce que voilà, je disais, ça peut être très déstabilisant pour une équipe. Et puis, par ailleurs, toujours se nourrir, hein, c'est-à-dire être capable de se réinventer par cycle de 10 ans. Je pense que c'est un bon rythme pour un dirigeant d'une agence d'architecture. Et j'ai senti le moment, voilà, à 45 ans, que c'était une belle tranche qui s'annonçait, où il fallait se réinventer, réinsuffler chez Fresh peut-être une nouvelle énergie. Voilà. Tu parles de solitude. Autour de quoi tu dirais que globalement, la solitude du dirigeant se cristallise? Quel est le point central de ce sentiment de solitude? Certains le placent dans la responsabilité de la décision, d'autres le placent dans la responsabilité structurelle d'une entreprise, etc. Pour toi, il est où ce point névralgique? Il est dans l'animation des équipes. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit Enfin, je le vis comme ça, après, chacun peut le vivre différemment, mais vous n'avez pas le droit au doute. Et c'est cette part-là alors que c'est peut-être possible dans la vraie vie, après tout. Et c'est peut-être ce que j'ai à apprendre de cet exercice et de ces échanges que nous avons. Mais pour moi, j'ai considéré depuis le début que le doute était problématique. Donc, et donc, ça vous rend tout seul. Ça vous rend seul face à vos équipes, etc., parce qu'ils sont en attente.
Ils sont en train de savoir quelle création on va suivre, quel va être le rythme de la journée, quel va être le rythme, euh, quel va être le suivi de leur projet, quelle va être leur vie professionnelle. Donc, Mm. vous devez les guider. Et dès que vous avez un temps mort, ça peut être contre-productif et ça peut être compliqué à gérer. Donc voilà, donc cette solitude, elle est liée sans doute à l'animation de l'équipe et cette nécessité absolue d'être le métronome qui ne doit pas s'arrêter. C'est pour moi la part de solitude. Le reste, Merci, je te remercie de cette franchise. Là où ça m'amène, c'est combien finalement, quand le dirigeant pose quelque chose au départ, une espèce de promesse de l'aube du dirigeant, dans ce que tu dis, j'entends une forme d'engagement à ce moment-là qui doit se tenir dans la durée. Si je promets de la sécurité au départ, il faut que je le tienne pendant toute la durée de vie de l'agence. Si je promets de la créativité, si je promets du chaos presque, il faut que je tienne cette promesse-là tout au long de la vie de l'agence. C'est un sacré défi que tu poses là. c'est juste. C'est bien formulé, c'est tout à fait vrai. Oui, oui. Donc à partir du moment où tu poses de la solidité, il faut rester solide toute ta vie de dirigeant. Ah, on se transforme pas, hein. Je crois que ça, c'est inné, c'est la promesse en fait qu'on se fait à soi-même et que on se dit qu'on se doit aux autres. Bon, bah, dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est très important. On peut changer d'avis, on peut. euh, mais il y a quand même le pari pour durer. Il y a le pari de l'engagement. Vous tenez pas longtemps sans engagement dans une entreprise, donc. Évidemment, moi, l'engagement que j'ai vis-à-vis des collaborateurs et même de mes associés, il est crucial. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux leur dire, mais il y a quelque chose qui est plus compliqué à mon sens, c'est de ne pas être là. Et là, je reviens à cette question du métronome. L'image qui me vient, c'est, puisqu'on est dans l'architecture, ce serait presque l'image du pilier maître d'un bâtiment. Ces piliers qui soutiennent toute la structure, à ma connaissance ou dans mon imaginaire, ils font l'objet de toutes les attentions, ils sont régulièrement inspectés, ils sont régulièrement vérifiés, leur intégrité est régulièrement évaluée. Euh, et quelque part, ta description justement de ton métier de dirigeant, de ton rôle de dirigeant, de ton rôle de pilier maître de l'agence, me fait dire que régulièrement, ce pilier gagne à être inspecté, vérifié, son intégrité évaluée et peut-être que de temps en temps, il faut mettre un coup de truelle ici et là pour le renforcer. Est-ce que c'est une image qui te parle? Oui, ça me plaît. Après, les fers de ce pilier, c'est pour nous, là, chez les architectes, c'est la création. Assez naturellement, il peut y avoir quelques défaillances à un moment donné, organisationnelles, des promesses non tenues. Mais il y en a une qui, j'ai vu avec un peu de recul, qui est par contre fondatrice, c'est la création et d'emmener les autres en création. Ça, c'est vraiment euh, transcendant et systématique, à la fois pour faire perdurer une équipe ou pour la perdre. Donc, vous pouvez avoir un manque organisationnel, avoir un loupé, etc., même d'engagement, mais si la part création que vous promettez au début chez les architectes qui nous rejoignent ou qui sont avec nous n'est plus là, c'est très, très compliqué. Donc, en effet, faut renforcer ce pilier, faut le nourrir, voilà, absolument. Je suis très impressionné par la manière dont tu manies vraiment en parallèle le rôle du dirigeant dans sa composition, on va dire, dans sa composante plutôt technique, on va dire, dans sa composante métier, architecte, et également dans sa composante organisationnelle, dans son aspect animateur d'équipe et constructeur d'organisation. Je trouve que dans ton propos, tu fais vraiment un équilibre entre les deux que je trouve personnellement plutôt impressionnant. Ouais. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai deux questions.
La première, c'est quel thème est-ce que tu voudrais voir abordé par Bâtisseurs de Monde dans un prochain épisode, au vu de notre conversation et de nos échanges? Oh, il y en aurait mille. D'abord, le format et je te remercie encore une fois de m'inviter à cet échange. Je sais que parmi tous les intervenants, il y a beaucoup d'architectes et ça, c'est formidable parce que ça fait une pièce de réflexion active qui permet de partager encore plus, etc. Et donc, moi, le thème qui m'est cher, c'est au-delà des modes de management de chacun pour leurs entreprises d'architecture, c'est comment gérer la création, comment faire que ça reste au cœur de la question posée au cours du développement d'une agence quand elle grandit. C'est comment elle garde cet appétit créatif qui va faire que elle va pouvoir répondre à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociétaux. Voilà, c'est faire en sorte que l'organisation ne mange pas la question première, celle de faire de l'architecture. Voilà. Comment la structure ne mange pas l'objet. Voilà. J'aime beaucoup cette question. Je vais y réfléchir activement. Ma dernière question, en fait, elle est de te laisser l'antenne. Le mot de la fin, il est pour toi. C'est le moment de l'expression libre. Qu'est-ce que tu voudrais partager au-delà de tout ce que nous avons déjà dit avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde? Moi, on vit une période très singulière, évidemment, avec cette distanciation, avec ces modes de travail à distance. Nous avions mis en place, c'est pour ça que je notais, un espace de travail très convivial, très généreux à Paris, où les collaborateurs, nous-mêmes, pouvions dessiner, concevoir, faire des maquettes, etc. On a été privés de cette, de cet espace de travail. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est retrouver, pas le monde d'avant, parce que c'est pas forcément dans ce sens qu'il faut aller, mais de retrouver le plaisir qu'on pouvait quand même à partager de l'architecture, à partager du calque, à partager même du numérique, peu importe, mais le côté relationnel doit être réinventé. Et je pense que des lieux physiques vont vraiment, la qualité des lieux physiques dans lesquels on travaille vont être très importants. On dit le bureau de demain, c'est fini, chacun va travailler chez soi, etc. Je ne le souhaite pas, je ne le pense pas. Donc, si d'autres auditeurs sont là et veulent partager avec moi cette envie de réinventer l'espace de travail de demain, je serais très, très intéressé par leurs échanges, par cet échange. Voilà. L'appel est lancé. Alors justement, si on veut te joindre, quels sont les moyens de te joindre? J'ose à peine donner mon numéro de téléphone, mais non, tout simplement au travers de notre site web, on a les liens qui conduisent, ou sur LinkedIn ou autre plateforme sociale qui conduisent directement aux personnes qui feront remonter les informations, et puis surtout on reprendra contact avec celle-ci, on sera ravis d'échanger. Et je mettrai le lien de votre site internet à la suite de ce podcast. Parfait, merci. Julien, je te suis très, très reconnaissant d'avoir répondu à mon invitation, de t'être prêté à ce jeu de questions parfois un petit peu complexe et d'y avoir répondu avec l'honnêteté, la franchise et l'authenticité qui ne sont que quelques-unes de tes qualités. Je te remercie d'être venu aujourd'hui et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Franck. Merci à toi aussi de cette ouverture d'esprit. C'est magnifique. Bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir, Franck. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseurs de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseurs de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à franck@mycelium-consulting.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseurs de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud.
Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting, www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.